Le grand mot d'Alain Fournier. Il arriva chez nous un dimanche de novembre 1800. J'avais 15 ans. C'était un froid dimanche de novembre. Le premier jour de l'automne qui fit songer à l'hiver. C'était un grand garçon de 17 ans environ. Je ne vis d'abord de lui dans la nuit que son chapeau de feutre paysan, coiffé en arrière, et sa blouse noire sanglée d'une ceinture, comme en portent les écoliers. L'arrivée d'Augustin Maulne fut pour moi le commencement d'une vie nouvelle. Augustin, que les autres élèves appelèrent bientôt le grand Maulne, disparaît peu avant la Noël pour réapparaître 4 jours plus tard, la tête haute et comme ébloui. On avait décidé, pour ne pas le pousser à la révolte, de ne rien demander aux fugitifs. Au coucher, lorsqu'il se retourna vers moi, je vis qu'il portait, au lieu du petit gilet à boutons de cuivre qui était d'uniforme sous le paletot, un étrange gilet de soie très ouvert que fermait dans le bas un rang serré de petits boutons de nacre. C'était un vêtement d'une fantaisie charmante. « Oh, dis-moi ce que c'est, où l'as-tu pris ?» Et Augustin fait le récit de son escapade à François. Dès le petit jour, je me repris à marcher. Mais mon genou enflé me faisait mal. Il me fallait m'arrêter et m'asseoir à chaque moment, tant la douleur était vive. Était d'ailleurs le plus désolé de la Sologne. Pas un toit, pas une âme. Et sur cette solitude parfaite brillait un soleil de décembre, clair et glacial. Il pouvait être 3 heures de l'après-midi lorsque j'aperçus enfin, au-dessus d'un bois de sapin, la flèche d'une tourelle grise. Quelques vieux manoirs abandonnés, quelques pigeonniers déserts. Au coin du bois débouchait une allée où je m'engageais. Je marchais, le vent glacé me gerçait les lèvres, et pourtant un contentement extraordinaire me soulevait. Je m'arrêtais, me demandant s'il ne valait pas mieux rebrousser chemin, lorsque
j'entendis un bruit de voix qui s'approchait. Je me jetai de côté dans les jeunes sapins touffus, m'accroupis et écoutais en retenant mon souffle. Si la glace est fondue, demain matin nous irons en bateau. Allez-y. Si la glace est fondue, demain matin nous irons en bateau. J'ai plus des enfants, hein. Si la glace est fondue, demain matin nous irons en bateau. Bravo. Mais nous le permettra-t-on? Et nous le permettra-t-on? Eh oui. Vous savez bien que nous organisons la fête à notre guise. Vous savez bien que nous organisons la fête à notre guise. Et si Franz rentrait dès ce soir avec sa fiancée? Et si Franz rentrait dès ce soir avec sa fiancée? Je peux le dire en russe? А если он придет сегодня вечером со своей невестой? Eh bien, il ferait ce que nous voudrions. Он сделает все, что мы захотим. Il s'agit d'une noce, sans doute. Mais ce sont Наверное, это свадьба. les enfants qui font la loi ici. Да? Ça. Étrange domaine. Un silence profond régnait sur ce domaine. Avancez, poiti, comme on dit en russe aussi. Avancez, avancez. Un silence profond régnait sur ce domaine. Il lui sembla bientôt que le vent lui portait le son d'une musique perdue. Il se rappela le temps où sa mère, jeune encore, se mettait au violon l'après-midi dans le salon. On dirait que quelqu'un joue du violon quelque part. Mais laissant sa question sans réponse, harassé de fatigue, il ne tarda pas à s'endormir. Il faisait nuit lorsqu'il s'éveilla. Il était là, dans son grand manteau, comme un chasseur à demi penché, prêtant l'oreille, lorsqu'un extraordinaire petit jeune homme sortit du bâtiment voisin comme un citoyen. Il avait un chapeau. Il avait un chapeau fort, très cintré, qui brillait dans la nuit, comme s'il était d'argent. Cette élégante, qui pouvait avoir 15 ans, marchait sur la pointe des pieds,
comme s'il eût été soulevé par les élastiques de son pantalon, mais avec une rapidité extraordinaire. Il me salua au passage, sans s'arrêter, profondément, automatiquement, et disparut dans l'obscurité. Après un instant d'hésitation, notre héros emboîta le pas au curieux petit personnage. Ils traversèrent une sorte de grande cour-jardin, enclose de palissades. Et se trouvèrent enfin au seuil de la demeure. Il va s'en retourner lorsqu'il entend dans le fond du corridor un bruit de pas et des voix d'enfants. Attention. Est-ce qu'on va bientôt dîner? Est-ce qu'on va bientôt dîner? Formidable. Encore une fois. Est-ce qu'on va bientôt dîner? Viens avec nous, on va t'y conduire. Viens avec nous, on va t'y conduire. La connais-tu, toi? La connais-tu, toi? Moi, maman m'a dit qu'elle avait une robe noire, une collerette et qu'elle ressemblait à un joli Pierrot. Et en russe? Мне сказали, что она похожа на какого-то, ну, очень хорошо одета и похожа на какого-то Пьеро. Так, примерно так там было, да? Qui donc? Кто? Кто, vous pouvez le faire. Кто? Eh bien, la fiancée que Franz est allé chercher. Que Franz est allé chercher. По-русски, пожалуйста. И вот это вот невеста, которую Франц пошел искать. Правда ли? Je sais pas si elle dit le bon truc. Нет, правда. Dans les couloirs s'organisaient des rondes et des farandons. Je me trouvais ainsi mêlée jusqu'à la fin de la nuit à une foule joyeuse aux costumes extravagants. On entendait dans la pièce attenante jouer du violon. J'avançais curieusement à la tête, une femme ou une jeune fille. Un grand manteau jeté sur ses épaules tournait le dos, jouant très doucement des airs de ronde ou de chansonnettes. Sur les divans, tout à côté, 6 ou 7 petits garçons et petites filles, rangés comme sur une image, sages comme sont les enfants lorsqu'il se fait tard, écoutaient. Maul se trouvait là plongé dans le bonheur le plus calme du monde. Presque aussitôt, un des petits qui était par terre s'approcha, se pendit à mon bras et grimpa sur mon genou pour regarder en même temps que moi. Un autre en fit autant de l'autre côté. Alors, ce fut un rêve, comme mon rêve de jadis. Je puis imaginer longuement que j'étais dans ma propre maison, mariée, un beau soir, et que cet être charmant et inconnu qui jouait du violon près de moi, c'était ma femme.
Le lendemain, comme on me l'avait conseillé, je revêtis un simple costume noir de mode passé, une jaquette serrée à la taille avec des manches bouffant aux épaules, un gilet croisé, un pantalon élargi du bas jusqu'à cacher mes fines chaussures et un chapeau haut de forme. Il fit quelques pas et se trouva comme transporté dans une journée de printemps. Il se pencha sur la branlante barrière de bois qui entourait le vivier. Vers les bords, il restait un peu de glace mintée comme une écume. Il fut lui-même reflété dans l'eau comme incliné sur le ciel, dans son costume d'étudiant romantique. Et il crut voir un autre mot, un être charmant et romanesque. Désœuvré, le promeneur erra un long moment la rive sablée, comme un chemin de halage. Lorsque soudain, il entendit des pas grincer sur le sable. C'était deux femmes. L'une, très vieille et courbée. L'autre, une jeune fille blonde, élancée, dont le charmant costume parut d'abord à Maune extraordinaire. Cependant, les deux femmes passaient près de lui, et Maune, immobile, regarda la jeune fille. J'eus le temps d'apercevoir, sous une lourde chevelure blonde, un visage aux traits un peu courts, mais dessiné avec une fresque douloureuse. Perplexe, il se demandait s'il allait les accompagner. La jeune fille se tourna imperceptiblement vers lui. Le bateau ne va pas tarder maintenant, je pense. Et Maune la suivit. Lorsqu'elle descendit sur l'embarcadère, elle eut ce regard innocent et grave qui semblait dire « Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je ne vous connais pas, et pourtant il me semble que je vous connais. » Sans savoir comment, Maune se retrouva dans le même yacht que la jeune châtelaine, et il put la regarder à l'aise. Elle aussi le regardait et posait doucement ses yeux bleus sur lui, en tenant sa lèvre un peu mordue.
Un grand silence régnait sur les berges prochaines. Le bateau filait avec un bruit calme de machines et d'eau. On eût pu se croire au cœur de l'été. À terre, tout s'arrangea comme dans un rêve. Je me trouvais près d'elle, sans avoir eu le temps de réfléchir. Vous êtes belle. Mais elle hâta le pas et sans répondre, prit une allée transversale. Il irait au hasard, persuadé qu'il ne reverrait plus. Lorsqu'il aperçut soudain, venant à sa rencontre, elle écartait de ses deux mains nues les plis de son grand manteau. Elle avait des souliers noirs, très découverts. Ses chevilles étaient si fines qu'elles pliaient par instants et qu'on craignait de les voir se briser. Le jeune homme la salua. « Voulez-vous me pardonner ?»« Je vous pardonne, mais il faut que je rejoigne les enfants, puisqu'ils sont les maîtres aujourd'hui. Adieu !» « Je ne sais même pas qui vous êtes. Je ne sais pas non plus votre nom. »« Mon nom ? Mon nom ? Je suis Mademoiselle Yvonne de Galais. » Et elle s'échappa. Maune la rattrapa. « Mon nom à moi est Augustin Maune. Je suis étudiant. »« Oh, vous étudiez ?» Puis l'attitude de la fille changea. On eût dit qu'elle redoutait ce que Maune allait lui dire et s'en effarouchait à l'avance. Elle était auprès de lui toute frémissante. « À quoi bon? À quoi bon ?» Et lorsqu'enfin, il osa lui demander la permission de revenir un jour vers ce beau domaine, « Je vous attendrai. Nous sommes deux enfants. Nous avons fait une folie. Il ne faut pas que nous montions cette fois dans le même bateau. Adieu, ne me suivez pas. » Maune resta un moment interdit, la regardant partir. Puis, il se reprit à marcher. Et alors, la jeune fille dans le lointain s'arrêta et se tournant vers lui, pour la première fois, le regarda longuement. Peut-être avait-elle quelque chose à lui dire. Il passa près du vivier où le matin même, il s'était miré, comme tout paraissait changer déjà. Mes souliers sont rouges, adieu mes amours. Mes souliers sont rouges, adieu sans retour. Tout le monde là. Mes souliers sont rouges, adieu mes amours. Mes souliers sont rouges, adieu sans retour. Mes souliers sont rouges, adieu mes amours. Mes souliers sont rouges, adieu sans retour. Je cherche quelque chose de plus mystérieux encore. C'est le passage dont il est question dans le livre. L'ancien chemin obstrué, celui dont le prince, harassé de fatigue, n'a pu trouver l'entrée. Là se découvre à l'heure la plus perdue de la matinée. Et soudain, en écartant dans le feuillage profond les branches, on aperçoit comme une longue avenue sombre dont la sortie est un rond de lumière tout petit. Devant moi venait de s'ouvrir le chemin du domaine sans nom.
La voici. C'est elle. La jeune fille, la plus belle qu'il y ait peut-être jamais eu au monde, apparue. Jamais je ne vis tant de grâce unir à tant de gravité. Un grand manteau était jeté sur ses épaules, une lourde chevelure blonde pesait sur son front et sur son visage, délicatement dessiné, finement modelé. Je ne remarquais qu'un défaut à tant de beauté. Au moment de tristesse et de découragement, ou seulement de réflexion profonde, ce visage si pur se marbrait légèrement de rouge, comme il arrive chez certains malades, gravement atteints, sans qu'on le sache. Tout est disparu. La vieille demeure, si étrange et si compliquée, abattue. Le grand étang asséché, comblé. Le passé peut-il renaître? Pourquoi le grand môle était-il là, comme un étranger, comme quelqu'un qui n'a pas trouvé ce qu'il cherchait et que rien d'autre ne peut intéresser? Nous entendîmes chanter de l'autre côté du bois. Attention, tout le monde. Mes souliers sont rouges, adieu mes amours. Mes souliers sont rouges, adieu sans retour. Tout le monde. Mes souliers sont rouges, adieu mes amours. Mes souliers sont rouges, adieu sans retour. Maule avait levé la tête et écoutait. Ce n'était rien qu'un de ces airs que chantaient les paysans attardés au domaine sans nom, le dernier soir de la fête, quand tout, déjà, s'était écroulé. Refaites-le une fois parce que ça va m'aider. Mes souliers sont rouges, adieu mes amours. Mes souliers sont rouges, adieu sans retour. Vous l'entendez? Je vais aller voir qui c'est. Et tout de suite, il s'engagea dans le petit bois. Il dut arriver au domaine par cette allée de sapins qu'il avait suivie jadis. Et c'est ce soir-là, avec des sanglots, qu'il demanda en mariage Mademoiselle de Galais. Les fiançailles ont duré 5 mois. Le bonheur semble avoir endormi l'étrange tourment d'Augustin. Sans vouloir l'avouer et sans savoir pourquoi, je suis remplie d'inquiétude. Là, dans la maison fermée, quelqu'un joue du violon.
m'arrête un instant pour écouter en silence. Ils sont heureux enfin. Mon est là-bas, près d'elle. Voilà, c'était sur les pas du Grand Mône, une adaptation que j'ai faite. J'espère que on ne comprend pas forcément, mais c'est pas grave. C'était la Bêtise Compagnie avec Rouslan. Et moi, voilà. L'Ouzbékistan. Bêtise Compagnie. Bon, j'espère qu'on va tourner en Russie, parce que ce serait bien en russe, le Grand Mône, quand même. Merci de votre écoute. Vous étiez vachement attentifs. Vous êtes pas embêtés, c'est bon. Et les enfants suivaient.